Bonjour à toutes et à tous. Aimez, faites des erreurs, passez du bon temps, mais n'oubliez jamais qui vous êtes, d'où vous venez et vers où vous vous destinez. Voilà une phrase qu'on a entendue à New York dans la bouche d'une certaine Carrie Bradshaw. New York, nous y ferons claquer nos talons dans quelques instants avec 4 héroïnes qui n'ont pas attendu le prince charmant pour s'offrir une paire de chaussures. Nous reviendrons sur la série qui a décomplexé les filles célibataires, Sex and the City. Nous prendrons ensuite le temps d'avoir le temps à Besançon. Ici, nous sommes rue Battant. Il faut imaginer qu'en 1875, dans cette rue, il y avait 458 horlogers. Vous allez découvrir comment cette ville, à 2 pas de la Suisse, est devenue la capitale de l'horlogerie en France. La baklava, c'est l'une des pâtisseries chéries du Maghreb et du Moyen-Orient. Chaque pays a son petit truc en plus. En Tunisie, c'est la poudre d'amande et les marrons concassés. Notre baklava est vraiment bonne, préparée avec beaucoup de soin. Vous allez voir, les feuilles sont très fines. Nous avons appris cette recette de mère en fille, vraiment à l'ancienne. Enfin, c'est une histoire d'un cynisme sordide qu'on vous racontera ici dans les Highlands. La tentative d'une guerre bactériologique, heureusement avortée. Mais tout de suite, c'est la devinette. Savez-vous pourquoi, à la frontière italienne, le hameau français de Saint-Dalmas-de-Tende possède une gare démesurée? 120 mètres de long, 15 de large, l'édifice a de quoi impressionner. Il a été inauguré en grande pompe en 1928, dans une bourgade qui ne comptait alors que 600 habitants. Alors pourquoi un bâtiment si imposant? Vous le saurez en fin d'émission. D'ici là, est-ce que vous êtes prêts à croquer la pomme? La grosse pomme. Les filles qu'on va suivre à New York, en tout cas, ne se sont pas gênées. Elles ont même revendiqué leur plaisir. Sex and the City, c'est notre inspiration aujourd'hui. Il était une fois une bande de copines qui prenaient leurs pieds juchés sur des talons aiguilles. En 1998, 4 célibataires trentenaires font souffler un vent d'irrévérence sur New York et nos écrans de télévision, en plaçant le plaisir féminin au cœur de toutes les conversations. Diffusée sur la prestigieuse chaîne câblée américaine HBO, Sex and the City suit durant 6 saisons et 2 films les tribulations sentimentales et sexuelles de Carrie Bradshaw, interprétée par Sarah Jessica Parker, et de ses amis qui font de la grosse pomme un royaume hédoniste et une citadelle féministe. Dans la série, les femmes traitent les hommes comme les hommes traitaient les femmes jusqu'à présent. Vous pouvez vivre votre vie comme vous l'entendez à New York, et je pense que c'est ce que véhicule la série. Sex and the City, ou la série qui a durablement changé l'image de la femme dans la culture populaire. Sex and the City, c'est avant tout l'histoire de 4 amoureuses de Manhattan qui ne cessent de refaire le monde autour d'un Cosmopolitan, comme au Budokan, l'un des restaurants les plus huppés de la ville. Sex and the City a mis en scène New York comme l'endroit le plus glamour de l'univers. C'était très novateur de présenter la ville sous ce jour si séduisant, parce qu'à la fin des années 90, vous aviez surtout des séries policières. Les personnages de Sex and the City sortent continuellement dans des endroits branchés. La série est comme un conte de fées moderne où tout semble facile et désirable. Et je pense vraiment que cela a changé l'image de la ville de New York à travers l'Amérique et le monde. Une représentation idéalisée de New York qui était encore considérée comme une ville dangereuse au milieu des années 90. Fiancée à ce New York fantasmé, Carrie Bradshaw et ses 3 amis jouissent pleinement de leur vie de célibataire, à 1000 lieues du cliché de la jeune femme éplorée et solitaire.
La série suit des working girls célibataires, indépendantes et trentenaires. Et cela paraît peut-être anodin aujourd'hui, mais quand elle est apparue à la fin des années 90, c'était une représentation complètement nouvelle des femmes à la télévision. Sex and the City était révolutionnaire en ce sens qu'elle renvoyait une nouvelle image de la femme célibataire. Plutôt que d'être prise en pitié par des femmes mariées, comme on peut le voir dans des films tels que Bridget Jones, du jour au lendemain, elle est devenue le personnage le plus enviable que vous ayez jamais vu. Tout le monde voulait être célibataire. Les personnages de la série n'ont pas besoin que des hommes leur offrent un verre ou les invitent à dîner. Elles se débrouillent toutes seules. Et c'est pour moi l'un des messages féministes de la série. Si Sex and the City voit ses héroïnes profiter des plaisirs de la ville qui ne dort jamais, elle est avant tout une célébration de l'amitié et de la sororité. Les héroïnes échangent énormément autour des grandes questions qui agitent les femmes, et ce, d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. Elles parlent de maternité, d'infertilité par exemple. Je regardais moi-même la série au moment de mon déménagement à New York, et cela m'a donné le courage de rompre mes fiançailles et de sortir pour trouver qui j'étais et mener ma propre vie de célibataire, comme les femmes de Sex and the City. La série nous a appris à vivre en femmes célibataires dans une grande ville. J'en avais besoin, moi qui avais grandi dans le Midwest en pensant « Non, 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 à 30 ans, on est censé être marié ». Au lieu de cela, j'ai eu ces modèles de femmes sous les yeux et j'ai pu me dire « J'ai 30 ans et ma vie ne fait que commencer ». Des personnages de New-Yorkaises inspirantes et triomphantes, à l'image de leur tenue vestimentaire, qui les font apparaître telles des déesses urbaines à la minceur de sylphides. Nous sommes ici au cœur de Madison Avenue à New York. C'est l'endroit où vous pouvez constituer votre garde-robe haute couture dans l'esprit de Sex and the City. La mode est incroyablement importante dans la série. C'est un personnage à part entière, comme la ville de New York est aussi un personnage à elle toute seule. Mais la mode occupe une place énorme, notamment parce que les femmes s'expriment à travers leurs vêtements. Elles affirment leur propre personnalité, leur propre sens du style. Mais ce qui est vraiment frappant et ce qui rend cette série très différente, c'est que les femmes ne s'habillent jamais pour les hommes. Elles s'habillent pour elles-mêmes. Dans la série, la mode est un outil d'émancipation pour les femmes. Une chose qui est vraiment essentielle, c'est le fait d'avoir fait appel à la costumière Patricia Field. C'était un choix très audacieux. C'était une créatrice punk rock, super avant-gardiste, établie dans le centre de New York. Et c'est ce qui a fait toute la différence pour la série. Son stylisme si unique fait que Patricia Field compose des tenues comme personne. Carrie est en quelque sorte l'icône de mode ultime. C'est le personnage principal et c'est elle qui dicte la mode dans la série. C'est elle qui porte les tenues les plus extravagantes. Le personnage suivait ses envies. Cela montrait que Carrie Bradshaw était quelqu'un qui comptait à New York. Et ce qui fait ressortir cet esprit féministe des vêtements, c'est qu'il faut du cran pour les porter. Du cran, mais aussi beaucoup d'argent. Si la série a parfois pu être critiquée pour son consumérisme effréné et ses personnages blancs privilégiés, elle donne surtout à voir des femmes en pleine réussite financière qui, à coups de talons vertigineux, brisent le plafond de verre. Les chaussures sont de la plus haute importance dans Sex and the City. La série a rendu légitime l'intérêt que l'on peut porter aux escarpins et a fait connaître dans le monde entier des marques comme Manolo Blahnik ou Jimmy Choo, ce qui n'était absolument pas le cas auparavant. Ils ont popularisé la mode et la haute couture auprès du grand public. On peut établir un parallèle direct entre les chaussures et Cendrillon. Cendrillon, c'est l'histoire d'une femme qui perd sa chaussure, le prince charmant la trouve, et c'est ainsi que Cendrillon rencontre son prince charmant. Dans Sex and the City, les héroïnes trouvent leurs propres chaussures.
Des chaussures comme un instrument de pouvoir grâce auquel les héroïnes de la série piétinent allègrement les diktats de la société et de la famille traditionnelle. Au cours d'un célèbre épisode, le personnage de Carrie Bradshaw se rend à une fête de naissance où elle se fait voler ses escarpins. Devant leur prix astronomique, l'organisatrice de la fête refuse de les lui rembourser et accuse Carrie de mener une existence frivole et matérialiste. Elle lui dit « Tu sais, il faudrait que tu sois plus raisonnable. Ce n'est pas possible de dépenser plusieurs centaines de dollars pour des chaussures. Je suis sérieuse, moi, j'ai des enfants. » Jamais sans mes chaussures est l'un des épisodes emblématiques de Sex and the City, car il soulève une question qui traverse toute la série. À travers une simple paire de chaussures, il nous parle de la liberté d'être célibataire plutôt que d'être marié et d'avoir des enfants. Ça semble peut-être futile, la série l'est peut-être aux yeux de certaines personnes, mais pour beaucoup de femmes, moi y compris, c'était un moment très important, parce qu'on attendait depuis longtemps que quelqu'un incarne ce choix de vie à la télévision. C'était vraiment profond. Comédie sans tabou, incarnant le progressisme de la côte Est, Sex and the City repousse les limites de la pudibonderie américaine en faisant de la liberté sexuelle des femmes son argument principal. Une liberté que l'on retrouve notamment dans le quartier bohème de Greenwich Village. Nous sommes au Pleasure Chest, la malle au plaisir, qui est cette boutique où les personnages achètent un vibromasseur en forme de lapin. Le lieu a un peu changé depuis le tournage, mais il reste iconique dans l'univers de la série. Sex and the City fut le premier grand succès de la chaîne HBO. C'était totalement révolutionnaire, car la série parlait de jeunes trentenaires célibataires qui s'accomplissaient sexuellement, ce que l'on n'avait jamais vu auparavant sur les écrans. La question inaugurale du premier épisode était: les femmes peuvent-elles faire l'amour comme les hommes? Et le premier épisode voit Carrie s'envoyer en l'air, comme un homme le ferait, et nous montre que les femmes peuvent multiplier les coups d'un soir, jouir, et partir sans culpabilité ni honte. L'exploration de la sexualité féminine durant la première saison était incroyable. C'était vraiment libérateur. Mais Sex and the City ne se contente pas de parler de plaisir au féminin. La série s'attaque aux conséquences de la sexualité assumée par les femmes en défendant leur droit à disposer de leur corps. L'une des grandes intrigues féministes de la série tourne autour de la grossesse du personnage de Miranda. Alors que Charlotte essaie d'avoir un enfant, Miranda tombe enceinte par accident. Et puis elles ont un déjeuner où Miranda parle de l'avortement et se demande si elle doit avorter ou non. À la fin des années 90, c'était vraiment révolutionnaire. Et beaucoup de gens n'ont d'ailleurs pas aimé ça. Pourquoi diable des femmes voudraient-elles avorter ? Cela prend encore plus de sens quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec l'annulation de l'arrêté protégeant l'avortement. Ce que le personnage de Miranda a également montré de très intéressant, c'est à quel point on pouvait vivre sa grossesse de manière très ambivalente. À rebours du mythe de la maternité heureuse qui voudrait que toutes les femmes veulent être enceintes et avoir des enfants. Elle ne le voulait pas. Et la seule raison pour laquelle elle décide finalement de garder le bébé, c'est parce que c'était peut-être sa dernière chance d'être mère. La série démontre également qu'aux États-Unis, il est très difficile d'avoir des enfants, parce qu'il n'y a pas d'indemnité de congé maternité ici. Et Miranda se retrouve en difficulté, à la fois professionnellement, mais aussi chez elle. Elle ne s'en sort nulle part. La série est une victoire pour les femmes, et nous n'en avons plus jamais connu de semblable.
convaincante, audacieuse et engagée, Sex and the City aura marqué au tournant du siècle dernier l'avènement de femmes puissantes dans la cité et fait de New York la terre promise du nouveau sexe fort. C'est assez méconnu, mais New York a été la capitale mondiale de l'huître. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Quand il est sympa, le poissonnier vous en vend 13 à la douzaine. 13 huîtres pour le prix de 12. Une tradition généreuse qui, malheureusement, est en train de disparaître. Mais à New York, ce n'est pas 12, ce n'est pas 13, c'est 1 milliard. L'association Billion Oyster Project s'est donnée jusqu'à 2035 pour remettre à l'eau 1 milliard d'huîtres. Mais pourquoi donc 1 milliard d'huîtres dans la baie de New York? C'est pour dépolluer les eaux du port. L'huître, c'est un filtre sur pattes, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, capable d'avaler 190 litres d'eau par jour. Elle se nourrit de phytoplancton, le reste est rejeté, entouré de mucus qui tombe dans le fond et contribue à former un nouveau récif qui attire des nouveaux poissons. C'est un cercle vertueux. Et le port de New York en a bien besoin. Il est dégueulasse, et pas uniquement parce que les poissons baissent dedans. D'ailleurs, à ce propos, ouvrons une parenthèse. Les poissons, comme les huîtres, ne baissent pas à proprement parler. Les huîtres creuses sont ovipares, la femelle expulse des œufs, le mâle expulse sa semence, ce truc blanc un peu laiteux dont raffolent les amateurs, et la fécondation se fait dans l'eau. Petite particularité, toujours chic à raconter quand on en mange, c'est que l'huître change de sexe à chaque saison ou après chaque émission de semences, un coup homme, un coup femme. On a du mal à le croire, mais New York a été la capitale mondiale de l'huître. Quand au début du XVIIe siècle, Henry Hudson, qui laisse son nom au fleuve, arrive du côté de Manhattan à bord de son bateau appelé Demi-Lune, il y a là des huîtres à foison. Elles nourrissent la tribu des Lénapés, qui vivent là. Au départ, les Européens s'en servent même pour bâtir la ville. On en consomme tellement qu'on en vend dans la rue comme les hot dogs aujourd'hui. On en expédie en Europe, mais depuis le début du XXe siècle, leur population décline. Les eaux du port, où on rejette absolument tout, sont tellement polluées qu'elles n'arrivent plus à se reproduire, même en changeant de sexe, un coup sur deux. Il est l'heure, monseigneur, de nous rendre comme promis à Besançon. La seule ville en France qui a pu rivaliser avec la Suisse et son horlogerie. C'est l'héritage. C'est une notion bien mystérieuse qui fascine depuis les origines de l'humanité, le temps. Et dans cette quête ininterrompue, le massif du Jura et les méandres du Doubs en Franche-Comté deviennent au XVIIIe siècle des contrées inventives pour le connaître, l'appréhender, le maîtriser. Le temps est un univers très complexe. C'est un des éléments moteurs des évolutions des sociétés humaines. La Franche-Comté est un biotope pour fabriquer les instruments de mesure du temps. Et Besançon est une ville qui est chargée de l'histoire horlogère. C'est Besançon et la Franche-Comté, irrigués d'idées progressistes nourries par les sciences, qui ont donné l'heure à une bonne partie de la France. Ce passé carillonnant a façonné la culture locale. Bercée par le temps des horlogers, cette région agricole, frontalière de la Suisse, a vu naître des générations de maîtres du temps. C'est à Morbier, un village du Haut-Jura surplombant la vallée de la Bienne, que débute cette longue histoire horlogère en 1660 dans une fratrie, celle des frères Maillet. Après avoir fait leurs premières armes sur les horloges de clocher, les frères Maillet s'inspirent des découvertes et travaux de l'astronome hollandais Christian Huygens. Ils créent la Comptoise, dont on peut découvrir une collection à l'hôtel de ville du village qui jouxte Morbier. Les frères Maillet se sont sans doute rendus compte qu'en fait, les horloges de clocher, on pouvait les vendre qu'à un marché assez réduit. Et ils se sont dit, oh, si on réduit en fait les mécanismes, si on invente ces horloges que tout le monde pourra avoir dans sa maison ou dans sa ferme, eh bien, on va pouvoir en vendre des grandes quantités. Et donc, ça sera beaucoup plus lucratif. Au
Au gré de mariage, leur savoir-faire horloger se transmet à d'autres familles. Puis au fil du temps, dans d'autres villages. Et durant les longues journées d'hiver, c'est dans l'intimité de fermes isolées que de simples paysans se transforment en paysans horlogers. Donc on avait souvent le père qui était maître horloger, qui maîtrisait l'ensemble de la fabrication. Mais on avait évidemment tous les membres de la famille qui participaient, les enfants qui fabriquaient certaines pièces faciles à faire, par exemple. Marqueur social, la comptoise devient rapidement, à partir du XVIIIe siècle, l'objet le plus précieux de la maison, situé bien en vue des visiteurs. On peut avoir des décors qui sont liés à la vie politique, donc en fonction de la période où l'horloge a été fabriquée, mais on a aussi une grande variété de décors liés à la vie pastorale ou différentes phases de l'année. Sur ce labeur de paysans horlogers se construisent les grandes fortunes des marchands d'horloges et des établissements de négoce qui apparaissent le long de la Bienne. Des hôtels particuliers sont édifiés, comme celui de la famille Jobé, qui en une seule génération devient l'une des plus riches et influentes de la région après la Révolution française. Sans descendants directs, un lointain cousin hérite de leur maison, qui est ensuite rachetée par la mairie. On y trouve un trésor. On peut parler du trésor des Jobé qui a été découvert par une équipe municipale, c'était en 2020. En fait, il y a 1500 pièces d'or et 5 lingots d'or, donc pour une valeur de 800 000 €. C'était qu'une petite partie de la fortune de cette famille disparue et sans laisser de descendants, et puisque la fortune était estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, donc en vendant des pendules. Ces dynasties construisent hôpitaux, églises, hôtels de ville et même, grâce à leur carrière politique, des lignes de chemin de fer. Cette industrie florissante permet d'éviter l'exode rural qui, partout ailleurs, vide les campagnes françaises. On peut estimer qu'il y a 5 millions d'horloges comtoises qui ont été fabriquées dans la région de Maurienne-Morbier, et c'est ce qui explique qu'on en trouve partout. En Espagne, au Portugal. Et puis on va en trouver également au Moyen-Orient, on va en trouver jusqu'en Thaïlande, où on trouve encore quelques horloges comtoises dans certains temples. À l'époque, c'était la seule façon de connaître l'heure. Et effectivement, les gens n'avaient pas les moyens de se payer une montre. Une montre était beaucoup plus chère qu'une horloge comtoise. À quelques 80 km au nord, Besançon. Traversé par le Doubs, dominé par la citadelle Vauban, son destin bascule à la Révolution française. Venu de Suisse, pays horloger depuis un siècle, un négociant, Laurent Mechevant, crée en 1793, avec l'appui du gouvernement révolutionnaire, la Manufacture nationale française d'horlogerie. Il fait venir une très forte colonie d'ouvriers qualifiés, des Suisses calvinistes, attirés par des salaires plus confortables et par les idées de la Révolution. L'objectif, créer un pôle industriel pour concurrencer l'horlogerie suisse. On est rue Mechevant, et à l'époque, elle s'appelait la rue Saint-Vincent. C'est ici qu'a eu lieu la création de la première manufacture horlogère. Ces maîtres et artisans horlogers s'installent massivement dans ce quartier. Ils logent et travaillent dans des lieux de culte désaffectés, comme le couvent des Bénédictins, ou bien encore dans de nombreux hôtels particuliers confisqués aux aristocrates. Cette activité horlogère n'existe pas à Besançon. C'est un nouveau concept, c'est un concept qui est développé par les Suisses, c'est l'établissage. Donc l'établissage, c'est la répartition des tâches en amont de la montre, et l'établisseur, lui, va reconstituer une montre entièrement grâce à tout un tas de petits métiers qui vont se greffer autour. On a répertorié 70 métiers différents. Ces 70 métiers sont nécessaires pour faire une montre entièrement. On remplace le travail vraiment purement artisanal par un travail presque à la chaîne. Les horlogers veulent réduire les coûts et produire la montre à gousset de Madame et Monsieur Tout-le-Monde. Besançon a accueilli les Suisses en contrepartie d'une obligation, c'est-à-dire la formation des Bisontins. Malgré tout, la transplantation helvète se fait dans une ambiance tendue. La population locale catholique se sent envahie par ces horlogers suisses protestants. Il est jalouse de ne pas payer d'impôts et de ne pas avoir à effectuer de service national. De plus, ces envahisseurs réclament un lieu de culte. Le maire leur octroie la chapelle du refuge, mais ils en sont chassés, puis la chapelle Saint-Esprit.
Au final, ils fondent leur propre paroisse protestante. Ici, nous sommes rue Battant. Il faut imaginer qu'en 1875, dans cette rue, il y avait 458 horlogers. Donc on avait le père, le fils, la mère, les filles, enfin bref, tout le monde était mis à contribution. Donc c'est quelque chose qui imprègne les murs, qui imprègne les appartements, qui imprègne les ateliers. Et chacun va raconter qu'il a eu un oncle, une tante, même encore aujourd'hui, qui a travaillé dans l'horlogerie. Pour accompagner ce développement, la municipalité construit de nouveaux quartiers, comme le quartier Saint-Amour, avec sa place et ses 6 rues. Ici, on a la maison Savoie. Donc ça, c'est vraiment un immeuble horloger. Donc on a, de ce côté-ci, on a les appartements des patrons. À l'arrière, on a les ateliers des ouvriers. On a autant d'appartements qu'on a d'horlogers. Alors les fenêtres, vous voyez, sont très larges pour que justement la lumière puisse rentrer. On voit d'ailleurs que les fenêtres ici sont plus petites pour les patrons, parce qu'ils ont besoin, eux, d'un peu plus d'intimité. Et ici, un peu plus de lumière pour le travail. Dans les années 1860, Besançon décide d'ouvrir une école d'horlogerie et 50 ans plus tard, la montre bracelet fait son apparition au poignet des bourgeois. Durant la révolution industrielle, le temps, c'est de l'argent et l'exactitude devient une exigence. Sur la colline de la Boulois, les pouvoirs publics construisent un observatoire. Désormais, les horlogers font appel aux astronomes qui, à l'aide d'une grande lunette méridienne, observent le mouvement des étoiles et fractionnent ainsi le temps en secondes. Cet instrument, cette lunette, elle sert à déterminer le temps. C'est un peu comme l'aiguille fixe d'une horloge dont le cadran serait mobile. Le cadran mobile, c'est la voûte céleste qui est entraînée dans son mouvement apparent par le mouvement de rotation de la Terre. Donc, cette lunette méridienne, c'est un instrument de mesure de la rotation de la Terre. La présence de l'observatoire à Besançon, elle permet aux fabricants locaux de montres, de petites pendulettes, etc., d'être en permanence en mesure de faire contrôler la qualité chronométrique de sa production avec les plus hautes performances scientifiques accessibles. De plus, la généralisation des transports en chemin de fer impose de se mettre d'accord sur une heure identique dans tout le territoire. Car à cette époque, chaque ville affiche sa propre heure en fonction du soleil. Il y a par exemple environ 50 minutes d'écart entre le coucher de soleil de Strasbourg et celui de Brest. Il y a eu un besoin d'uniformisation, d'universalisation en fait, de la définition de ce qu'est le temps sur un territoire donné. C'est là qu'on a eu la définition des fuseaux horaires, le choix d'un méridien d'origine, donc qui a été le méridien de Greenwich. Et cette obsession de la mesure précise du temps n'a pas disparu. Elle est même devenue cruciale de nos jours, avec les outils contemporains ultra performants. Maintenant, j'entends parler d'un milliardième de seconde, et c'est une progression qui est moteur de nouvelles découvertes. Votre téléphone portable, il y a un GPS dedans qui vous permet de vous positionner sur n'importe où sur Terre à 1 mètre près. C'est des signaux qui voyagent à la vitesse de la lumière. La lumière, pour faire 1 mètre, il lui faut 3 milliardièmes de seconde. Donc, votre GPS, il manipule déjà des milliardièmes de seconde pour vous dire exactement à quel endroit vous vous situez sur la Terre. Mais remontons le temps. Bien avant nos smartphones, à Besançon, au tournant du XXe siècle, un nouveau modèle économique s'impose, la mécanisation. Des industriels horlogers comme Dodane, Sidor, Kelton et Lipp remplacent les établisseurs négociants d'autrefois. Mais toutes ces marques ne voient pas arriver la concurrence de la montre à quartz venue du Japon et déposent le bilan durant les années 70. En France, un mouvement de résistance sociale majeur débute. Un mouvement révolutionnaire d'envergure nationale qui va marquer durablement les esprits. Chez Lipp, tout s'arrête un jour de printemps en 1973. Les ouvrières, majoritaires, sont les chefs de file de cette résistance. Lipp, c'est un drame, c'est des milliers de personnes qui se retrouvent à la rue. Ça reste un mouvement social aussi important qui a marqué son époque. Mais les ouvrières et ouvriers remettent les machines en route.
Ils mettent en place une autogestion de l'entreprise pour fabriquer des montres et se regroupent ensuite en une coopérative qui tiendra plusieurs années avant de décliner. Alors que les grandes marques de montres ont disparu, Besançon n'en a pas fini avec la fabrique du temps. Juste en face d'un musée consacré au temps en plein centre-ville, l'horlogerie se réinvente autour de projets artistiques dans la boutique atelier de Philippe Lebru. Un retour aux origines, à la beauté des rouages, malgré l'omniprésence des smartphones qui rendent en apparence l'horlogerie obsolète. La nouvelle horlogerie, c'est une horlogerie créative qui raconte autre chose que la mesure du temps, où le temps intègre une dimension esthétique par la forme des objets qui constituent la mécanique du temps, qui est un métier quelque part de magicien. Nous, on va en faire des œuvres d'art pour trouver une manière d'aborder le temps, d'une manière particulière, comme celle qui est sur la place de la Révolution, qui va tourner à l'envers tous les quarts d'heure. Et ça, on peut le réduire. C'est-à-dire en longueur? En taille, en diamètre. C'est lui qui tient toute la structure. Le fait de fabriquer des montres, de travailler dans l'univers du temps, de jouer avec le temps, de faire comme si le temps n'était pas immuable, permanent, constant, c'est quelque part se permettre de prendre une forme de liberté. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir la recette du jour, celle des baklava? Parce qu'il y a des petits plaisirs comme ça où il vaut mieux éviter d'évaluer le nombre de calories. Bon, tant pis, on ira faire de la gym après. On rejoint donc Sarah à Tunis pour Papille. C'est une pâtisserie préparée pour les fêtes, pour les mariages ou les naissances par exemple. Les Tunisiens sont réputés pour leur baklava. Elle est présente au Maghreb, en Turquie aussi, et partout dans le monde arabe. Mais chaque pays la prépare à sa manière. Notre baklava est vraiment bonne, préparée avec beaucoup de soin. Vous allez voir, les feuilles sont très fines. Nous avons appris cette recette de mère en fille, vraiment à l'ancienne. Bienvenue, je m'appelle Sarah. Je vous présente Atika, qui va m'aider à vous préparer un plateau de baklava. Pour commencer, voici 2 kilos de farine tamisée que nous allons mettre dans le bol d'un robot mixeur. On ajoute un peu de sel, un peu d'huile et 2 œufs. De l'eau suffisamment pour que la pâte soit homogène. Un quart d'heure à peu près. 10 minutes, un quart d'heure. On pétrit environ 15 minutes, jusqu'à ce que la pâte devienne molle pour pouvoir la travailler. Ça, ce sont des marrons poêlés, puis concassés. Et on y ajoute autant de poudre d'amande. Voilà. Sucre glace. Enfin, un peu de sucre glace, mais très peu. Et on mélange bien pour avoir une farce homogène. Nous allons commencer à travailler la pâte. On la découpe en cubes, puis il faut faire 20 feuilles pour la couche du bas et autant de feuilles pour la couche du haut. De nos jours, peu de gens savent préparer les baklava. Dans le passé, tout le monde les préparait. On se réunissait dans les maisons pour les faire ensemble à l'occasion d'une fête. J'ai fait fondre 1 kilo de beurre. Il en faut entre chaque couche de pâte. On étale la farce de fruits secs
Il faut bien la répartir jusqu'au bord. Pour une cuisson bien homogène, il ne doit pas y avoir de vide. Nous allons répéter l'opération avec 20 feuilles à poser. On laisse la pâte reposer, puis on la découpe. On imbibe les baklavas avec un sirop de sucre juste après leur sortie du four. Ils doivent être encore chauds. Pour le sirop, il faut compter 2 kg de sucre par litre d'eau. Il faut laisser reposer maintenant pour que les baklavas absorbent tout le sirop. Ça fond dans la bouche, c'est délicieux. C'est une histoire longtemps classée secret défense que je vais vous raconter à présent en Écosse. Une histoire qui montre que Churchill n'avait pas que des bonnes idées. C'est l'incontournable. Des côtes déchiquetées par la pluie et le vent. Des reliefs spectaculaires et des jeux de lumière. Le nord-ouest des Highlands conjugue des paysages à couper le souffle et la plus faible densité de population de l'Écosse. Sans doute grâce à son climat. Encore plus sur la petite île de Grunard. Incontournable Highlands de l'Ouest qui cache une toute autre histoire. Celle d'une expérimentation qui aurait pu faire prendre un tournant encore plus tragique à la Seconde Guerre mondiale. Roy McIntyre, spécialiste de l'histoire locale, se souvient encore des événements qui ont eu lieu quand il était enfant. En 1942, le Royaume-Uni est le dernier rempart européen face à l'avancée nazie. Les villes anglaises affrontent un déluge de bombes et aucune lueur d'espoir n'est encore apparue. C'est à ce moment que le gouvernement britannique envisage une contre-attaque radicale. Churchill suspectait les Allemands de vouloir utiliser des armes bactériologiques. Donc à ce moment-là, il réfléchissait à ce qu'il pouvait faire pour contrer ça. Et il s'est sûrement dit que si les Allemands se permettaient d'en utiliser, les Anglais pouvaient le faire aussi. Les attaques bactériologiques sont interdites par le protocole de Genève depuis 1925, à la suite des terribles expériences de la Grande Guerre. Pourtant, en secret, Porton Down, le laboratoire de recherche scientifique de l'armée britannique, est chargé de développer une arme bactériologique capable de mettre fin à la guerre. Mais pour juger de son efficacité, il faut trouver un endroit discret où l'expérimenter. De leur point de vue, l'île de Grunard était une île isolée. C'est ce qu'ils pensaient. Et elle faisait aussi partie d'une zone militaire qui se trouvait au Loch Ewe. Donc la zone pouvait être facilement sécurisée. Et l'île était aussi facilement accessible. Ils ne pensaient pas vraiment que des gens vivaient à proximité. Achetée pour 500 livres, l'île de Grunard devient le terrain d'expérimentation de l'opération Végétarien. Une opération dont l'objectif est de larguer par avion des tonnes de nourriture empoisonnée sur le bétail allemand et, in fine, de tuer les Allemands qui le mangeraient. Ce poison, le bacille du charbon, mieux connu sous le nom d'anthrax en anglais. Le bacille du charbon est une bactérie qui existe partout et qui, sous certaines conditions, peut se propager et être très contagieuse. Donc, dans les conditions appropriées, ce bacille a le potentiel de faire beaucoup de mal et de tuer des milliers de personnes. En Écosse, on connaît bien ce fléau de l'industrie lainière au XIXe siècle. Les moutons et leur laine en sont l'un des principaux vecteurs de contamination. Ils ont donc conduit des expériences sur les moutons qu'ils ont utilisés comme cobayes. Ils ont pris des moutons et les ont attachés en protégeant leur corps, mais en laissant leur tête exposée.
et il faisait exploser de petites bombes contenant le bacille du charbon. Les scientifiques manipulent avec précaution les bactéries qu'ils ont produites. La mort peut survenir dans les heures qui suivent une exposition. Ils voulaient savoir si les spores du bacille survivraient à l'explosion et contamineraient suffisamment les moutons pour que la maladie se propage. De 1942 à 1943, l'armée sacrifie des dizaines de moutons pour tester la létalité de son arme bactériologique. En 1944, tout est prêt pour larguer 5 millions de doses sur l'Allemagne pendant l'été, quand les animaux pâturent. Mais le succès du débarquement de juin annule l'opération végétarien. L'île est alors laissée à l'abandon. 1 an ou 2 après la fin de la guerre, on a réalisé qu'il fallait qu'on empêche les gens d'aller sur l'île parce qu'elle était contaminée. Les scientifiques de Porton Down ont fait des prélèvements pour voir s'il restait des spores de bacille du charbon sur l'île. Il y en avait, donc il fallait prévenir les gens. Londres a ensuite fait mettre des panneaux sur le littoral pour tenir les gens à distance. Mise sous cloche pendant 40 ans, Grunard Island est désormais surnommé Anthrax Island. Ce n'est qu'en 1981 qu'un mystérieux groupe, surnommé Dark Harvest, autrement dit sombre récolte, l'a fait revenir sur le devant de la scène. Ils pensaient que personne n'en avait rien à faire de la contamination de cette île. Ils se sont donc dit qu'il fallait que le grand public l'apprenne. Ils ont envoyé un seau rempli de terre exposé au bacille du charbon au laboratoire de Porton Down. Et plus tard, ils en ont envoyé un autre devant un hôtel de Blackpool où les Tories, la droite anglaise, tenaient leur conférence annuelle, en signalant que les 2 seaux étaient contaminés. Après analyse, seul le seau déposé à Porton Down se révèle contaminé. Cette action, qualifiée de terroriste par le gouvernement anglais, a le mérite de médiatiser le sort de l'île et de déboucher sur une vaste opération de décontamination. Il y a eu beaucoup de réflexions pour savoir comment se débarrasser de la contamination sans qu'il y ait trop d'effets néfastes. Ils ont finalement utilisé du formaldéhyde dilué dans de l'eau de mer pour être pulvérisé sur toute la zone. Le formaldéhyde est une substance utilisée pour traiter la peau des animaux, la nettoyer et la désinfecter. Donc ici, on l'a utilisé à grande échelle pour décontaminer l'île. En 1990, le ministre de la Défense se déplace lui-même sur Grunard pour enlever le panneau de zone contaminée. Depuis cette époque, les moutons n'y risquent qu'une bonne et fraîche averse. Avant de nous quitter, c'est le moment de connaître la réponse à la devinette. Est-ce que vous avez trouvé alors pourquoi à la frontière italienne, la gare du hameau de Saint-Dalmas-de-Tende est démesurée? Eh bien parce que Benito Mussolini avait décidé d'en faire un outil de propagande. Jusqu'en 1947, cette bourgade, aujourd'hui française, appartient à nos voisins italiens. Quand le dictateur prend le pouvoir au début des années 20, il choisit de faire du hameau de 600 âmes un symbole de sa puissance. Une décision qui ne doit rien au hasard, puisque c'est ici que l'on entrait en Italie depuis la France. Il fallait donc en mettre plein les yeux aux voyageurs. La légende raconte que le duce surveillait lui-même les travaux depuis une villa située sur les hauteurs. Et vous l'avez vu, la gare est restée, le dictateur s'en est allé, et personne ne s'en plaindra. Bis bald.